Quand tu donnes 100%, ils vont te demander 120. Après, tu donnes 120, ils vont te demander 140. 140, 160, et ça ne n'arrête jamais. Et c'est vraiment à nous, finalement, de mettre les limites. 4 sessions du gym par semaine. Et je l'ai planifié selon l'agenda. Mais je fais en sorte que c'est dans mon agenda. Ouais. Et si nécessaire, je déplace des réunions. Parce que ça, j'en ai besoin pour effectivement gérer mon énergie. On a des gens qui croient ça quand même au sein de notre équipe. Donc, en défendant un, tu es en train de dénoncer un autre. Et donc, comment faire en sorte qu'on ne dénonce personne, que toutes les opinions peuvent être écoutées sans jugement. On doit être à l'écoute sans qu'on se compromette nous-mêmes. On n'a pas de choix. On doit faire, on doit prendre nos paris. C'est quoi notre parti pris? Cet épisode a été enregistré avec le soutien de Takeda. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nienke Veenstra. Bonjour. Bonjour Nathalie. Nienke, c'est la présidente de Takeda France, bien connue dans le paysage, mais aussi très particulière. Donc, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler de transformation. On est dans un monde qui change beaucoup, mais j'aimerais axer sur qu'est-ce qui fait que les leaders d'aujourd'hui sont armés pour nous accompagner dans ces transformations et qu'est-ce que ça veut dire l'innovation aussi dans ce monde qui a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de changements. Voilà, comment on se fait accompagner. Donc, on va parler aussi d'IA. Voilà, je pense que ça va être sincère, authentique, passionnant. Donc, je suis super contente. Merci. Déjà ça. Il y a quelque chose qui est spécial dans ton parcours français. C'est bon, déjà, t'es pas française. Non. Donc, être patronne en France, je commence par ça, mais c'est spécial, je pense aussi. Et j'aimerais qu'on commence par parler de ton parcours sur, tes premières découvertes. En fait, t'es quelqu'un d'assez intuitif et qui j'ai envie de dire, qui est tellement intuitif qu'il prend des portes rapidement. Je sais pas si c'est vrai, mais... Ouais, c'est vrai. Du coup, j'aimerais que tu nous parles de tes premières portes qui ont fait que tu as compris des choses très vite dans ta carrière. Je pense, tu me racontais notamment des histoires autour de ton énergie. Donc, tu étais très jeune, que tu travaillais beaucoup. Aussi, oui. Donc, tu penses à d'autres choses? On commençait, parce que là, effectivement, de oser ou de même pas voir des portes, ça passe aussi par des différentes expériences. Et je pense que ce qui m'a marqué, moi, c'était quand j'ai commencé, par exemple, à étudier en pharmacie, d'être étudiante, je savais que je probablement rentrerais pas dans ce mode classique, dans une pharmacie d'officine. Et dès que j'ai découvert que dès qu'on paie le fil de tuition dans l'université, on pouvait suivre n'importe quel cours, j'en ai profité. Aux Pays-Bas, ouais. Aux Pays-Bas, c'était le cas. Donc, j'ai fait des cours dans les départements de médecine, économie, business, philo, psychologie, même l'art, par curiosité, aussi par nécessité. Je savais que je devrais trouver mon propre chemin. Autre chose, okay. Exactement. Et donc, de commencer par quelques cours en médecine, de savoir qu'est-ce que ça donne le business, par exemple. Ça, c'était logique. Aussi la psychologie, pourquoi pas. Le reste, c'est autre chose qui était aussi pour le fun, comme l'art. Mais j'ai donc testé les différentes choses. À l'école, déjà à l'université, et ça m'a beaucoup plu. Ça a commencé par nécessité, et je me suis déjà relativement jeune rendu compte qu'en fait, il y a un bénéfice énorme à le regard croisé. Okay. Quand on rend compte des gens dans des différents mondes, quand on se challenge dans les différents univers, apprendre différentes choses techniques, mais aussi la façon dans laquelle on apprend dans les différentes facs, c'est pas forcément pareil. Ça m'a beaucoup marqué et c'était un très bon point de départ pour après ne plus jamais avoir peur des changements. En fait. Ah, ok. Et je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça. Je pensais à une anecdote, mais c'est hyper intéressant déjà de savoir que dans d'autres pays, en pharma, on peut être libre. Mais je pensais, c'est vrai que quand on te voit, je sais pas, pour les gens qui te connaissent, c'est évident, mais pour les gens qui te connaissent pas, quand on te voit pour la première fois, en fait, t'as une énergie qui est débordante. Oui. On va en reparler. Qui peut
qui peut plein de choses, rassurer, donner envie, peut-être dérouter, surprendre. Ouais. Et tu m'avais raconté que, tu sais, j'ai pris... on m'a remis les points sur les i dans mon premier, je sais pas, c'était stage, premier travail, parce qu'en fait, je donnais trop. Je donnais trop. Et j'aimerais que tu racontes cette anecdote. Anecdote. En fait, ça, c'était aussi quand j'étais étudiante. J'avais un stage au sein de MSD à cette époque-là, où ils m'ont demandé de découvrir le monde de Medical Technology Assessment. Et il fallait aller dans les parties prenantes. Donc, j'ai fait ça et j'ai sauté dedans. Ouais. Peu importe avec qui je pouvais parler, je le faisais pour tester aussi nos hypothèses, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais aussi découvrir tout leur monde. Donc, j'en donnais beaucoup. Et à la fin de cette stage, la femme qui m'a accompagnée m'a dit, Nika, quand tu vas vraiment travailler, il faut que tu sois conscient d'une chose. Quand tu donnes 100%, ils vont te demander 120. Après, tu donnes 120, ils vont te demander 140. 140, 160, et ça ne n'arrête jamais. Ce sera à toi de te limiter. Ce sera à toi de dire, avec ça, je suis encore heureuse, j'ai envie d'avancer, je peux donner ça sans que ça me charge trop. Et donc ça, c'était première expérience. Après, je rentre en premier travail. J'étais chez Smith Clammy à cette époque-là. Et après 2 ans, j'ai quitté cette labo et mon mentor m'a donné un petit livre qui s'appelait « Your inbox is never empty ». Il m'a dit, ça n'arrête jamais. Ouais, déjà à l'époque. Ouais. Sans réseaux sociaux. Déjà à ce moment-là, oui, j'ai reçu d'ailleurs mon première adresse email pendant ce poste. Donc, j'ai vu du changement de ce monde-là. J'avais pas un portable quand j'ai commencé à travailler aussi. Donc, lui, il m'a donné ces petits livres. Et là, ça me fait quand même réfléchir. Ouais. Après un stage, le même message qu'après mon premier poste, mais peut-être je dois faire quelque chose avec. Mais c'était pas hyper surprenant encore pour moi, parce que j'en avais de l'énergie. Ouais, ils ont dit ça quand ça te déborde. Ça te faisait pas peur. Ouais. Mais ça me débordait pas, en fait. Très longtemps, j'étais encore à l'aise et je pouvais encore processer plein de différentes choses, être dans des différents mondes au même moment. Et c'était que plus tard, quand les choses sont vraiment intensifiées, quand il y avait des défis très, très grands tous au même moment, je me suis dit, peut-être ils ont fait référencer à ça. D'accord. Et j'ai vu ça aussi autour de moi, quelques proches, quelques copines, par exemple, qui plutôt se sont rendus compte, oui, ça va pas. Que c'était fait happer. Et là, j'ai donc répété aussi les mots très sages pendant ma stage où le mentor, là, dans mon premier poste, aussi à mes proches, mais aussi quand la situation était difficile pour moi. Ouais. Je me suis souvenue de ça, je dis, tiens, je me rappelle à quelque chose qui a vraiment du sens. C'est vraiment à nous de donner les limites sans que... Et si ça colle pas avec une entreprise, avec un défi ou quelque chose comme ça, on se donne en fait aussi un cadeau de regarder d'ailleurs ou d'aller sans bien sûr rien essayer. Hein. On doit se challenger, mais c'est vraiment à nous finalement de mettre les limites, même quand on a beaucoup d'énergie. J'aime bien ton approche parce qu'on entend souvent, enfin, je pense à des moments où... des gens que j'ai interviewés disent mais il faut en gros l'éloge de ralentir, l'éloge de s'arrêter, mais c'est pas vraiment ça que tu dis toi. C'est vraiment parce que je connais un peu l'audience aussi qui est souvent des gens très engagés, des gens aussi qui ont beaucoup de ressources, qui ont qui envie de faire un impact, qui ont la capacité aussi de le faire. Et je crois que ça résonne encore plus dans le monde d'aujourd'hui où on a l'IA qui arrive et qui est en fait des millions de fois plus puissante que nous. Ouais. Et du coup, je commence un peu par la fin de cette interview parce que je voulais y arriver doucement sur ces sujets, mais en fait, je crois que c'est le cœur de ce qui se passe en 2025. Justement, de pas apprendre à ralentir, mais d'apprendre il est où notre corps, notre essentiel en fait. Oui. Et de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Chacun est différent. Tout le monde se ressource de façon différente. Tout le monde obtient de l'énergie au travers de différents types de défis, aux différentes manières d'avoir des contacts avec des autres. Il faut se connaître soi-même avant qu'on peut vraiment définir cela. Ouais. Et aussi oser communiquer autour de ça. Ça, je vois beaucoup aussi. De son stop ou de son... De son stop, mais aussi de ce qui donne énergie. D'accord. C'est très important. Moi, je prends... Aussi, quand j'étais arrivée en France,
Un premier entretien avec mon assistante, je dis, pour moi, par exemple, il me faut 4 sessions du gym par semaine. Ok. Et je l'ai planifié selon Tu commences par l'agenda. ça. Ouais. Mais je fais en sorte que c'est dans mon agenda. Ouais. Et si nécessaire, je déplace des réunions. Parce que ça, j'en ai besoin pour effectivement gérer mon énergie et de pouvoir être là. Aussi, quand je croise des gens au sein de Takeda, j'ai toujours un sourire. Je peux être là. Quand ils me posent une question et je dois prendre une décision vraiment à l'instant T, je peux le faire. Ouais. Mais je sais, il me faut une bonne balance entre effectivement une session de gym pour mon corps, ses ressources, et beaucoup de livres, dans mon cas aussi, pour que mentalement, je peux vraiment me reposer avec le bon balance. Ouais. Je peux être là au travail et pour mes proches. D'accord. Et j'encourage vraiment tout le monde à prendre cette approche, mais de oser communiquer là-dessus. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et après, comment tu gères ton temps de travail après? Tu dis, en fait, tout le reste, c'est pour le travail? Ou tu dis, le travail prend une certaine... Il y a des moments où ça s'arrête? Ou tu dis, en fait, il faut que j'ai fait ça, et après, ça s'arrête? Comment tu réfléchis? Bon, c'est très fluide. Hein. Très souvent, je fais aussi des emails dès ma première café. Et ça, donc, je travaille dans le petit-déj. Il y a des gens qui disent, non, soit tu dois mettre ça vraiment comme un moment calme pour commencer la journée. Moi, je l'utilise ces moments pour... Toi, t'es fluide là-dessus, ouais. Très fluide là-dessus. Moi, je préfère avoir la clarté de ma journée et les petites urgences déjà réglées dès le départ. Ça me calme. Comme ça. Ouais. T'acceptes ça, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Ouais. Pour moi, c'est juste important, effectivement, d'avoir suffisamment de temps de me reposer, de faire du sport, d'avoir mais si c'est pas dans une soirée ou si c'est dans la journée, ça m'est égal. Ça quoi. compte pas. Vraiment. Okay. Pour moi, ça n'a aucune importance. D'accord. OK. Je crois que c'est intéressant d'avoir ces petits trucs en fait, qui sont super pratiques, mais qu'on n'a pas forcément tous déjà de base, comme tu dis. Il faut être capable de trouver, de chercher. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut quand même se donner quelques années pour un peu batailler dans tous les sens, pour après savoir ses limites, quoi. C'est plus facile quand on a 50 ans ou 51 ans là maintenant que quand j'avais 16 ans. Et c'est aussi logique. Hein. On apprend aussi au travers des choses qui vont pas bien. Il faut pas avoir peur de ça aussi. Il faut juste savoir en tirer des leçons. Ouais. Ça, c'est aussi important, de ne pas avoir peur pour ça. Et au fur et à mesure, on commence à se mieux connaître. Et encore, je me répète, mais ce que je rencontre le plus, c'est des gens qui disent, par exemple, aussi dans mon équipe, toi, tu es le DG. Donc, bien sûr, tu peux planifier ton agenda comme ça, tu as plus de liberté. Ouais. Donc, il y a des autres qui les heures de réunion tard, ou peu importe, ou le matin tôt. Mais, franchement, quand il y a ici des membres dans mon équipe qui s'expriment en disant, mais ça, c'est important pour moi, on peut presque toujours trouver une solution. Qu'en situation de crise, c'est autre chose. Mais dans la vie normale, un quotidien, on doit pouvoir s'arranger pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que j'aime aussi pas trop le mot work-life balance. Parce qu'une balance veut dire il y a toujours quelque chose qui est priorité, l'autre n'est pas si priorité. Si on a plus de travail, on a moins de perso. Work-life balance, c'est la définition de balance. Pour moi, c'est une intégration qui fait du bien à l'individu. Et cette intégration est différente personne par personne. Donc aussi, quand on parle, par exemple, de diversity, equity and inclusion, la diversité de comment les gens se ressourcent, comment ils veulent être challengés, comment ils vont être vraiment prendre charge de nos vies, parce que c'est une responsabilité individuelle, mais ça s'exprime différemment. Et je trouve que dans une entreprise, c'est important d'avoir une culture inclusive qui fait en sorte que ça soit possible de s'exprimer et d'intégrer ça aussi dans le travail. OK, allez, tu me lances sur l'inclusion. Tu as eu un parcours international et à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais en Pologne. Ouais. Tu étais patronne de la filiale? Tu faisais quoi? Oui, j'étais aussi DG là en Pologne. Ouais. Donc, patronne d'un grand pays d'Europe de l'Est. Et en fait, c'est des moments qui sont un peu... je sais pas, fondateur pour toi aussi, parce que on pourra parler un peu de politique, mais sans en parler, mais c'est vrai que c'est des pays où en fait il y a des extrémistes qui prennent de plus en plus de la place. C'est vrai que cette notion d'inclusion, de dire que du coup ça veut dire que dans tes équipes tu devrais avoir cette représentation plus ou moins. Comment t'avais perçu ça? Est-ce que c'était des choses concrètement que tu as dû travailler
si c'était peut-être nouveau pour toi. Et moi, ce que j'aimerais savoir derrière tout ça, c'est comment on fait pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, si on est en France ou ailleurs, en se disant, OK, il y a des polarités. Ouais. Est-ce qu'on se dit, c'est chez les autres? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, ça serait intéressant que je comprenne et que je sache comment on dirige avec ça? Oui, parce que c'est très difficile. Beaucoup ont tendance à dire, on est inclusif, ça veut dire que tout est possible. Mais parmi nos équipes, on a aussi des gens qui disent, je veux pas que tout soit possible. Est-ce que cette opinion peut aussi être là? Oui, si on veut être inclusif, là aussi. Donc, on a beaucoup parlé ça, notamment à quelques moments clés, effectivement, en Pologne, dans lequel tu fais référence. C'était pas toujours évident. Mais ça commence aussi parce que dans un laboratoire, on veut mettre nos produits disponibles à tous les patients, peu importe leur conviction politique, peu importe leur mode de vie. On a des médecins avec lesquels on a des partenariats, peu importe. Et si on veut vraiment ajouter de valeur aux patients, dans tous les patients qu'on veut traiter, on doit aussi comprendre le monde dans sa totalité. Aussi des choses qu'on ne comprend pas instinctivement nous-mêmes. Aussi des choses qui sont un petit peu plus éloignées de nos convictions personnelles. Autrement, on ne peut jamais vraiment avoir une approche holistique aussi au travers de notre domaine de valeur donnée aux patients, aux médecins, par exemple. Donc ça c'est déjà une chose. Okay. Mais dans nos équipes même, on a eu cette discussion. Il y a une personne, je pense qu'elle ne parle pas français, mais je vais en parler avec elle après, pour dire... et j'ai eu une discussion très ouverte avec elle parce qu'elle était assez... Mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas inclusif. On peut pas mettre des gens de côté comme ça. Je dis, on a des gens qui croient ça quand même au sein de notre équipe. Donc, en défendant un, tu es en train de dénoncer un autre. Donc, comment on va faire en sorte qu'on ne dénonce personne? Que toutes les opinions peuvent être écoutées sans jugement. Bien sûr, on va pas... comment dire ça? On doit être à l'écoute sans qu'on se compromette nous-mêmes. D'être à l'écoute de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on change nos avis, nos avis personnels, mais on doit être là à l'écoute pour mieux comprendre aussi la société dans sa totalité. Je pense qu'une des raisons, tu as mentionné le mot polarisation, c'est parce qu'on n'est plus à l'écoute. Les gens sont dans leur propre bulle, leur propre camp. Et même le mot camp, c'est mieux parce que c'est une notion presque militaire. Ils sont dans leur propre camp. Quand on ne s'écoute pas, on ne peut pas se rapprocher. Et il y a des cas où on ne peut pas se rapprocher 100%, quand même 20, quand même 30. Et ça vaut le coup aussi. Ça vaut le coup aussi. Et je pense que ça, c'est important de renforcer dans toutes ces discussions qui sont toujours très sensibles. Parce que les gens se sentent personnellement impactés. Donc, ça peut être très émotionnel. La valeur de au moins se mieux comprendre et de faire un pas, même si ça clôt pas le truc dans sa totalité. Il y a beaucoup de valeur dans ça aussi, je pense. Et ça, déjà, de parler dans ce terme-là, ça permet d'avancer. Et ça permet aussi de mieux avancer ensemble. Je trouve que c'est très important. Donc, ça veut dire que... en gros, vous n'avez pas fait rentrer la politique au travail, mais c'est en prendre conscience, en fait. C'est être à l'écoute et c'est quasi au même titre que des mouvements de société, de se dire, j'en sais rien, les réseaux sociaux, les gens s'isolent ou le télétravail, quoi. Oui, avec des réseaux sociaux, ça vraiment l'impact secondaire très négatif de Covid. C'était le moment où tout le monde s'est vraiment retranché dans leur propre bulle parce qu'ils ne pouvaient plus sortir. C'est vraiment la conséquence la plus grave, je trouve, de tout cet épisode. Donc, comment s'en sortir? Je pense... c'est presque des négos. Il y a beaucoup qu'on peut apprendre, la technique de négociation pour trouver un point commun. Fin du jour, on est tous des êtres humains, on veut tous être heureux. On veut tous avoir du succès, on veut tous avoir des liens avec nos proches. Donc, il y a plein de choses qui réunissent même les gens qui ont de convictions politiques très, très différentes. Donc, comment on s'y retrouve encore? Et ça va au-delà d'un laboratoire, ça va au-delà d'un secteur. Je trouve que c'est vraiment un défi sociétal. Et toutes les conversations qu'on peut avoir pour faire rapprocher les gens comptent. Et c'est pas de naïveté, c'est pas d'idéalisme, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Oui. En fait, je pense aussi à juste travailler avec les autorités de santé. Ça peut être aussi des gens qui ont des convictions différentes ou qui voient le monde d'une manière différente. Et en fait... là, le point de départ et les objectifs, de temps en temps,
les façons dans lesquelles on veut arriver aux objectifs sont pas toujours alignées. In fine, tout le monde veut que le bon produit, par exemple, quand on parle des autorités de santé, le bon produit arrive au bon patient au bon moment. Ouais. Ça, c'est clair. Tout le monde doit être bien soigné, en fait. Tout le monde doit être bien soigné. L'équité qu'on voit en France, qui est même admirable. Hein. J'ai vécu dans des pays où cette équité était loin d'être au niveau français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On veut continuer ça, mais ça va pas. C'est pas une évidence. C'est difficile. Donc de temps en temps, on a un autre prisme, un autre objectif, mais aussi là, je pense quand on continue le dialogue. Et là, je refuse de dénoncer cette vision. Quand on continue le dialogue, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Toujours. Ok. Donc, c'est une place, en fait, hyper forte de l'humain que tu essaies de dire, en fait, c'est des gens qui sont au centre et, en fait, il faut se concentrer sur ce dont ils ont besoin, quoi. Il faut se comprendre. Ouais. Il faut de l'empathie. Il faut s'écouter, ouais. Ouais. Et c'est très facile à dire, hein, mais c'était dans un monde qui va si vite. C'est difficile de temps en temps. Parce qu'il faut une pause, mais c'est important. Ouais. Tu parles d'un monde qui va si vite. Il y a un concept que tu utilises beaucoup, c'est le concept de strategic selfishness, c'est de se dire, en fait, le monde va vite, mais il faut quand même se protéger, justement, pour être capable d'aller voir après ce qui se passe vraiment chez les autres. Et parce que c'est un peu ça, en fait, le deal. C'est que dans un monde qui va vite, on peut être pris dans le tourbillon et pas s'occuper de soi, donc être un peu, énervé et pas... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ce concept ? Ça reprend un peu ce qu'on discutait, c'est de se connaître très bien soi-même et de oser implémenter ça dans le planning de presque devenir un project manager de ton propre vie. Ouais. Et c'est pas évident, mais je pense que c'est important. C'est important non seulement dans l'actualité, mais aussi, comme tu dis, pour préparer le futur. Parce que ça va tellement vite. Et le digital a une tendance à nous surprendre avec la vitesse de vrais changements. Tout le monde en parle, hein, c'est pas étonnant, mais les changements de demain vont encore inciter un changement encore plus vite après le lendemain et après le lendemain. Donc, pour être capable d'intégrer toutes ces notions-là, il faut aussi prendre du temps pour ça. Pour rester, comme on dit en français, au rendez-vous, pour rester capable de contribuer, il faut aussi, dans ce strategic selfishness, prendre du temps pour ça, pour apprendre, pour oser dire, là, je comprends vraiment rien. Dis-moi, aide-moi à comprendre une telle chose. Donc, c'est à la fois prendre aussi du temps d'apprendre des choses, mais aussi d'être vulnérable et d'oser dire, ça, je comprends pas encore. Ouais. Et comment je vais intégrer ça. Ouais. Et ça, c'est nécessaire vraiment pour préparer le futur et rester vraiment... et pouvoir contribuer demain, après-demain, d'ici 10 ans. Je pense à des profils d'experts, là, tu vois, qui peuvent écouter ça et qui se disent, de quoi elle parle ? Moi, de toute façon, j'ai ma compétence, je suis reconnue pour cette expertise. C'est gentil ce qu'elle dit, mais... Et je ne veux pas être trop provocatrice, mais je pense qu'une phrase comme ça, on n'entend plus autant d'ici 5 ans. Avec beaucoup de compétences qui vont être prises par l'IA, là, je dis rien de nouveau. Tout le monde doit se focaliser sur c'est quoi vraiment ce que moi, j'apporte avec mon cerveau, ma humanité. C'est autre chose. Et ça va changer tellement vite. Tout le monde doit se réinventer. Peut-être un coiffeur pas, c'est l'exemple. Peut-être il y a différents types de métiers qui changent pas. Un artisan pas autant. Bon, pour le reste, tout va changer et bien plus qu'on y pense. Bien plus. Ça va être plus vite qu'on y pense, avec des parties qu'on connaît pas encore. Et il faut se préparer. Et c'est pas évident parce qu'on doit se préparer pour des choses qu'on connaît vraiment pas. Donc là, on va dans une sorte d'expertise temporaire parce que quelqu'un peut aider à apprendre à quelqu'un des choses qu'ils connaissent pas, mais aussi cet expert, le lendemain, on n'est plus l'expert dans le même domaine, doit se challenger aussi. Donc là, le sens de communauté, d'avancer ensemble. Je dis très souvent, personne ne peut avoir succès seul et ça va dans peu importe quel prisme on regarde ça, mais c'est vraiment, vraiment vrai. Personne ne peut apprendre seul. Parce que demain, on doit apprendre autre chose. Et pour revenir à la strategic selfishness, ça, on doit incorporer dans notre vie. Si on ne prend pas le temps d'apprendre des choses, de oser poser des questions. De voir ses limites aussi. De voir ses limites, effectivement, dire, là, vraiment pas. Oui, si on ne prend pas le temps de les regarder, on ne les voit pas. Et dans ce cas-là, on n'a plus l'actualité. Comment tu guides, toi, en tant que leader, comment tu guides ces équipes, en fait
Je pense aux experts parce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour être focus sur quelque chose et être très précis, être très performant sur un domaine. Et souvent, c'est ce qui fait en fait leur valeur. Et là, toi, quand je t'écoute, tu me dis bah oui, mais en fait, la valeur humaine, c'est à vous de la développer. Et toi, tu es hyper à l'aise avec ça. Et du coup, ce que je suis curieuse de savoir, c'est comment ils te perçoivent. Oui, pas tout le monde est si à l'aise avec ça. Tu as bien raison. Non, mais c'est pour ça. Mais du coup, comment ils te perçoivent et comment tu les aides en fait à progresser là-dedans, parce que en vrai, je pense que c'est, vous êtes peut-être très différents et peut-être, mais du coup, je pense que c'est justement dans cette comment on amène justement ces experts, et dans la pharma, on n'en manque pas. Ce que je fais, ça veut pas dire que c'est une recette pour des autres. Non, mais c'est juste mon NS1, ça commence aussi par bien comprendre l'autre, bien comprendre. C'est quoi qui inspire quelqu'un? Quelle chose fait plaisir pour faire quel type de travail quelqu'un se lève dans le matin? C'est quoi son raison d'être à la limite pour dire les grands comment c'est quoi ce qui est vraiment important au fond de les membres de mon équipe, mais aussi de faire la combinaison de ça avec sur quoi on a besoin comme entreprise. Demain, ou dans 5 ans. Et comment ça va impacter, et d'avoir une communication très transparente autour de ça. On vient de clôturer presque une série de l'entretien professionnel. C'est une réglementation française. Et 1 fois par 2 ans, ça doit être réglementé. On a bien sûr aussi au sein de Takeda très souvent des conversations de développement. Mais donc, on vient de clôturer ces cycles. Et c'est effectivement dire, tu veux développer quoi? Comment tu penses le faire? Mais aussi de lier avec des objectifs d'entreprise. Donc, quand ils se trouvent bien au sein d'une entreprise, on a la chance, heureusement, on a plein de gens qui se retrouvent bien, comment tu vas y contribuer? Et je pense qu'il aide aussi énormément d'avoir vraiment un objectif commun qui dépasse l'objectif individuel. Quand je vais arriver en France, je me suis rendu compte à cette époque-là, Takeda France, on n'avait pas un objectif vraiment commun, grand, dépassant tous les différents BU, les différentes fonctions. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de développer ça. Et après, on peut se poser les questions, comment tu vas y contribuer? Tu as co-créé ces objectifs. Quand on les co-crée, on va quand même l'atteindre ensemble. Et pour y arriver, c'est un objectif assez ambitieux qu'on peut arriver que quelques années. Donc, quand on a un objectif qui est que possible à atteindre ensemble dans quelques années, ça implique automatiquement d'apprendre des nouvelles choses. D'accord. Donc, comment tu vas t'inscrire, comment avec ton département, et qu'est-ce qui sera pour toi un bon premier pas? Il ne faut pas grandir grand comme ça. Ça peut être effrayant, effectivement, mais il y a toujours un premier pas. Et si moi, en tant que manager, en leader, je n'arrive plus à trouver un dialogue avec quelqu'un qui, comme tu dis, de temps en temps dit « Ah, j'ai pensé, je veux que faire ça », je n'arrive pas à aider quelqu'un d'autre à trouver un prochain pas, moi, je ne veux pas mon travail. Moi, j'ai plus de légitimité dans mon rôle. C'est ma responsabilité aussi d'inspirer, mais aussi de faire en sorte que les gens, soit eux-mêmes, puissent réfléchir à je vais y contribuer comme ça, il me faut ça comme formation, il faut ça comme un mentor, il me faut ça comme un projet pour appliquer. D'accord. Et heureusement, très souvent, ça marche. Ça marche, Ah oui, 19 sur 20, ça marche. Et de temps en temps, on a un petit challenge. Allez, tiens, tu as vu l'objectif là? Dans ce cas-là, l'organisation a besoin quand même d'un petit peu plus que ça. Tu penses que tu peux y contribuer? Comment tu vas y contribuer? Qu'est-ce qu'il te faut? Ce que j'aime bien dans ton histoire, là, c'est que tu me parles d'objectifs à 5 ans. Dans ce monde, c'est dingo de parler de ça. Et le moonshot ou le BHAG. Et du coup, ça veut dire aussi avoir un leader qui est capable de mettre un plan à 5 ans, mais aussi de se dire, en fait, 6 mois après ou 1 an après. Je me permets de t'interrompre. C'est pas un plan à 5 ans. Non, ça tient plus la route, ça. Non, tu vas bien faire de le dire, parce qu'autrement, il y a une convention autour. C'est pas un plan à 5 ans. C'est un objectif tellement grand et big comme le Big Hairy Audacious Goal, qui n'est pas lié à une profitabilité, n'est pas lié à un produit. C'est quelque chose de plus ambitieux, vraiment comme Moonshot, quoi, qui donne une direction. C'est plus une direction inspirante à donner. Et comment y arriver? Moi, je ne sais pas. Hein. Mon équipe non plus. On va découvrir à fur et à mesure. Et de ne pas avoir peur de ça,
Ça, c'est aussi une chose très importante de mon rôle à moi. Dans ce processus, quand tu me demandes comment on peut jouer un rôle là-dedans, d'enlever ces peurs, de tester des choses qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Et quand tu as parlé dans la première partie de mon parcours, comment ça m'aide, j'ai eu donc ce bénéfice d'avoir essayé plein de différentes choses qui m'ont permis de créer des liens entre les différents sujets qui ne semblent pas être liés. Ouais. Et ça m'aide de toujours voir le croisement, si tu veux, et de aussi inspirer au travers de ça, quoi. D'enlever ces peurs-là et de vraiment cadrer comme quelque chose qui est enrichissant. Notamment parce que là aussi, c'est quelque chose, tout le monde sait que l'IA va bouleverser tout. On a la chance quand même de travailler avec des équipes hyper talentueuses. Tout le monde sait. Même si on ne sait pas comment, le fait que ça va se faire est connu par tout le monde. Oui, après, même si le français est râleur... Ils savent que ça, ils savent que ça sera possible. Le français le plus râleur de possible, ils savent que ça va se passer. Ils savent qu'ils ont besoin de travail. Ils savent qu'ils veulent y contribuer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est différent personne par personne. La façon d'y contribuer, c'est différent personne par personne. Mais ça, c'est quelque chose qui est très humain. Si on a français râleur, néerlandais calviniste, polonais bosseur, peu importe. C'est logique, c'est l'être humain. On arrivera à nos fins. Ok. Il y a un autre concept que... c'est le concept du gambate, c'est de se dire, en fait, de se focusser, en fait, sur ce sur quoi on peut avoir vraiment de l'influence, parce que c'est à la fois, d'être capable de se projeter, mais là, après, c'est d'être terre à terre aussi, et de se dire, on est dans un monde aussi où il y a beaucoup de, limitations. Et volatilité. Et du coup, on peut avoir des frustrations liées à ça. Et donc, comment tu justement, t'apprends à travailler ce premier pas, quoi. D'avoir une satisfaction, et je veux pas dire de ne plus râler, mais mais de se dire, en fait, de toute façon, c'est comme ça, comme tu dis, c'est volatile, ou c'est changeant, mais... Il y a toujours des choses qu'on peut impacter. On peut toujours impacter la façon dans laquelle on réagit. Ça, certes. Mais aussi, dans le monde externe, il y a des choses qui nous dépassent, on n'a pas une influence. On peut essayer de le comprendre, ça aide déjà. Même si on ne comprend pas, ce qui est très souvent le cas, malheureusement, actuellement, très souvent, il y a des choses qui se passent. Mais si moi, je ne peux pas avoir un impact sur ça, et je ne veux pas perdre d'énergie au travers de ça. Et là, c'est pour ça que je reviens sur le même thème, strategic selfishness, c'est stratégique, mais aussi c'est un peu égoïste. Je ne vais pas perdre mon énergie, des choses que je ne peux pas impacter, moi. Cette énergie, c'est à moi. J'ai qu'une vie. Je vais utiliser toute mon énergie pour être avec mes proches, pour contribuer à quelque chose qui a de valeur dans l'environnement professionnel. Je ne veux pas perdre aucune calorie de choses que je ne veux pas impacter. Si ça nous impacte, c'est d'analyser quelle partie nous impacte le plus, comment on va trancher, comment on va prioriser. Et là, on rentre dans un mode analytique qui peut aider aussi. Ou soit on rentre dans un mode plutôt communication, comment tu te retrouves là-dedans, avec l'empathie qui peut aussi éliminer le stress. Il y a plein de choses là, mais je veux pas perdre d'énergie ou des choses que je peux pas influencer. C'est un peu mon stoïque en interne, si tu veux. Et ça, c'est les gambate. Effectivement, on va se focaliser sur ce qu'on peut, sur les choses pour lesquelles on peut avoir un impact, et pas pour le reste. Et comme ça, étape par étape, on avance. Et peut-être on n'arrive pas où on pensait arriver. C'est pas grave. Si on va dans des choses qui ont valeur, si on va dans des choses qui sont en résonance avec nous-mêmes, on peut pas trop se tromper. Et ça, c'est une notion qui aide à garder le calme aussi dans des situations très volatiles. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu de Takeda, parce que ça veut dire que tu t'y retrouves en fait dans ces valeurs, dans cette manière en fait d'apprendre. C'est je sais pas si c'est cette volatilité, parce que ça fait un peu plus longtemps que t'étais là, mais en gros, en quoi tu te sens soutenue là-dessus, sur ces valeurs? Les valeurs sont exprimées très fort. Je sais que tout le monde le dit, mais je le ressens différemment dans mon poste actuel que je le ressentis avant, et ça m'aide énorme. Je suis vraiment en cohérence avec les valeurs de l'entreprise.
Et je trouve que c'est très important. Je recommande tout le monde à vraiment chercher loin, le plus longtemps que nécessaire pour s'y retrouver vraiment. Parce que comme ça, on peut se pleinement donner aussi. Donc ça, c'est une chose la façon dans laquelle on exprime nos valeurs, on prend nos décisions avec le PTRB, c'est notre prisme de décision au sein de Takeda. Je le vois et ça, oui, ça a une valeur énorme pour moi. Et c'était, peu importe où j'étais, c'était en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et là aussi. Ce que j'aime aussi, c'est quand on a vraiment envie d'apprendre autre chose, de se challenger, c'est toujours possible. Et ça, c'était pour moi avec une curiosité, avec cette volonté d'avoir tous les regards croisés dès qu'on peut. C'était très important aussi. Donc, et on est en plein moment aussi dans tout ce changement digital. Je trouve que c'est important parce que ça va changer non seulement notre industrie, les sociétés tout court. Et on veut contribuer aussi avec un système de santé le plus durable que possible. Et on a la possibilité de vraiment... On a effectivement une responsabilité de livrer nos objectifs de l'année, de tous les jours, ça c'est logique. Mais aussi, on est invité à vraiment réfléchir comment on peut contribuer à un futur plus durable. Ouais. Aussi au travers de tout ce qu'on fait. Et ça, c'est aussi très important pour moi. Oui, parce que c'est une entreprise qui est, je sais pas, qui a peut-être 100 ans, un peu plus. 244 ans. Pardon, 244. Le 12 juin dernier, on a fêté notre 244e anniversaire. Napoléon n'a qu'à bien se tenir. Donc, quand on parle de durabilité, je pense que ça donne un peu de crédibilité, mais aussi l'innovation. Parce qu'on ne peut pas rester 244 ans dans une histoire sans d'être au mouvement tout le temps. Donc, c'est vraiment d'avoir l'innovation au cœur de ce qu'on fait. Cœur de réacteur, comme on dit en France, basé sur de valeurs très, très fortes. Pour moi, en une phrase, c'est Takeda. Oui, oui. Mais c'est vrai ça. Enfin, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, c'est possible des entreprises qui se projettent, je sais pas, 240 ans devant. On a l'ambition d'y être. On essaye de prendre des décisions qui vont nous permettre de non seulement livrer aujourd'hui, mais de créer notre futur. Oui, ça se voit partout, quoi. Le thème de réunion, Deliver Today, Create the Future. Ça, on a ça partout. Et aussi dans les investissements, aussi au sein de Takeda France, là, on a créé un département justement pour faire en sorte qu'on peut livrer autant de valeur aux patients possible dans une façon qu'on peut faire valoriser par les systèmes de santé. De prendre cette démarche supplémentaire, de avoir comme objectif de faire valoriser la valeur dans sa totalité. Donc, non seulement les médicaments, mais tout ce qu'on livre autour. Ça, c'est assez nouveau. Ça, j'ai pas très souvent vu ça comme une ambition. Et c'est vraiment une ambition qui est fondée sur ça, de vouloir avoir un impact pour la durabilité et pour les valeurs qu'on donne aux patients, mais aussi les systèmes de santé et pour Takeda. Parce que durabilité pour Takeda, on est là 244 ans. On veut y rester encore 244 au minimum. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ça veut dire quoi? Derrière, on met quoi? De ce département, concrètement, on a regroupé toutes les fonctions autour d'un patient dans le même département avec une ligne qui vraiment toutes ces fonctions ensemble pour capter tous les besoins patients, pour pouvoir créer des solutions numériques pour accompagner des patients ou s'adapter tout au long de leur parcours de patient, parcours de vie dans un monde idéal. Si c'est donc digital, mais aussi c'est offline. La communication externe, si on veut co-créer ça en partenariat, les partenariats doivent savoir qu'on veut faire ça, donc on doit en communiquer. Et pour valoriser les valeurs dans sa totalité, on doit communiquer les valeurs livrées aussi. Donc ça, vous êtes capable de mesurer la valeur que vous livrez au-delà du médicament? Ça, c'est ce qu'on pense. Ouais. On va essayer. Ouais. On a créé ce département en janvier. Okay. C'est la démarche d'y intégrer les PROMS et les PREMS. Donc, les outcomes pour contribuer à une discussion value-based healthcare, mais aussi les PREMS pour que les patients s'y retrouvent. Donc, les deux sont importants. Pour la durabilité du système de santé, les PROMS sont peut-être plus importants. Donc, à voir comment on intégrer cette notion, mais c'est vraiment bien, effectivement, l'ambition de pouvoir intégrer tout ça, d'utiliser aussi des soutiens numériques et pouvoir récolter ces données de façon plus agile qu'on a aujourd'hui et les faire monter pour démontrer la valeur donnée, effectivement. Okay. Et ça, c'est vraiment les pierres angulaires pour aboutir à cette ambition. D'accord. Et du coup, ça veut dire beaucoup d'intégration avec beaucoup de partenaires de l'écosystème. Ouais. Et comment c'est perçu par les acteurs du système de santé? Comme promoteur, comme démarche, mais aussi, on va voir comment ça marche. Mais à la fin de toutes les discussions qu'on a eues, c'est soit on veut y contribuer, soit on veut bien prendre rendez-vous d'ici 6 mois pour voir comment vous avez avancé.
Donc, on laisse les autres faire, et c'est ça. Et soit copier, non, y contribuer, vraiment. Donc, on a des réactions très positives et il y a des gens qui s'y mettent tout de suite là-dedans, qui s'y projettent dedans. Et aussi des gens qui disent, dans un système si régulé, avec autant de doctrines que la France, ça, c'est difficile. Oui, on est d'accord, c'est difficile. Mais ça devient pas moins difficile quand on n'essaie pas, quoi. Aussi, des défis difficiles commencent à être résolus au travers d'un premier pas. C'est un truc français ou c'est un truc... Ça démarche. Une décision... avec un département derrière, ça, c'est quelque chose de français. C'est d'objectif. C'est général au sein de Takeda. Mais la façon de l'approcher, ça, c'est vraiment une ambition de Takeda, tout court. Mais le structurer comme ça, c'est typiquement français dans un premier. Donc, c'est bien, c'est regarder non seulement par les parties prenantes en France. Donc, t'as pas de modèle? Non, on a invité ce modèle ici. T'as pas attendu qu'il y en ait qui font quelque chose non, qui fonctionne déjà. Donc, on a bien regardé à l'intérieur de Takeda, à l'extérieur, mais c'est bien. Et de l'intérieur, ils voient comment? Ils attendent un héros écran de ça? Par exemple, on a des produits en développement qui sont développés avec des outils numériques pour accompagner des patients. Donc, ce qu'ils attendent, c'est qu'au moment où on arrive avec ces produits sur le marché, qu'on a un produit qui peut être prêt à lancer au même moment. Qui a une valeur commune, Oui, et au moment de lancement. Donc, ça, là, on a des KPI assez concrètes, même si l'ambition semble... Oui, bien sûr. On peut faire un rétro-planning à des produits qui avaient ce qui ont besoin de ça. Et là, on rentre aussi la façon de travailler agile avec le Scrum, avec un MVP qu'on va améliorer. Tout peut être tranché, toujours. Même le plus grand défi du monde peut toujours être tranché dans des petits pas. Oui, mais là, c'est qu'on est clairement dans l'histoire d'aller parler à différents acteurs de l'écosystème et de se dire, en fait... Voilà, la valeur se crée justement en croisement entre là où on s'écoute, quoi. Oui, vraiment. Et peut-être ça une ARS oui, l'autre non, une hôpital oui, l'autre non. On pense pas que tout va être tout de suite réglé avec un pécan, un article 51, mais c'est pas grave. Il y a de différents outils. Il y a de différents outils. Et on va. Non, et puis j'imagine, du coup, on est en juin. Ça fait 6 mois. J'imagine que vous avez déjà appris plein de trucs. Ouais, on est actif dans tous nos domaines thérapeutiques. On a une projet clé. On va pas faire trop, autrement on va se disperser. Mais déjà appris plein de trucs sur l'acceptation de ce genre de démarche. Oui, là ça c'est case coché. La réaction. Réflexion concrète sur qu'est-ce que ça veut dire aide dans la diagnose par exemple, aide dans le choix des traitements dans une maladie, aide dans la diagnose dans une autre. Ça sont des exemples très concrets qui sont en développement où on pense avoir bien avancé. On a un grand review en interne en novembre et on aime bien se donner des dates pour avancer. Donc en novembre cette année, on veut être prêt avec au moins 2 ou 3 projets. Ok, super ambitieux. Oui, et engageant. Et engageant, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est ça que tu trouves cool aussi dans cette période? Oui. De pouvoir faire des choses comme ça? Oui, très, très. Et de oser faire différentes choses. Parce que je pense que des choses difficiles qu'on vient de dire, ils ne se règlent pas sans essayer des choses. Jamais. Le minimum qu'on aura, c'est qu'on a appris plein de choses. Là, je pense que oui. On va au minimum en fait, c'est un peu apprendre. des trucs que tout le monde peut dire, faudrait faire ça. On espère, mais on n'est pas sûr. Hein. On est assez humble et ambitieux en fait, au même temps. C'est évident que ça bouscule tellement de choses qu'il y a beaucoup à apprendre. Ce qu'on se rend déjà... Et en fait, aussi qu'il n'y a pas trop le choix. Je pense qu'il faut y passer. Non, ça c'est un très bon point. On n'a pas de choix. On doit faire... On doit prendre le risque. C'est quoi notre parti pris? Ça, c'est notre parti pris. Les autres font des différentes choses. Ils font un parti pris. Oui, ça, j'entends d'autres approches qui sont complètement différentes, mais aussi intéressantes. On est dans une période où il faut... Exactement, il faut ça. Et d'être clair sur son parti pris, je pense que c'est important aussi. Et même si un objectif ne sera pas atteint, quand on communique là-dessus, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Pologne. Je me suis pas rendu compte initialement parce que là, on avait aussi un objectif bien ambitieux au-delà des différentes équipes. Nos niveaux d'attrition étaient hyper bas. Ça a inspiré des gens.
Ils savaient, on ne sait pas sûr, on va y arriver. Tu veux dire en interne? En interne, ils ont voulu y participer, donc ils ont resté au sein de l'entreprise. Ça crée une dynamique au sein de l'entreprise et un sentiment d'appartenance. Ouais. Ça vaut déjà de l'or. Contribuer à quelque chose qui se passe bien. Et c'est un plaisir de travailler avec une équipe qui est réunie derrière un objectif comme ça. Et puis en vrai, tu donnes un skills aussi particulier à ces personnes, qui est actuel. Et ça c'est jamais des gaspillages, quoi. C'est un gain en soi déjà énorme. Énorme. Ça veut dire que tu es capable de te détacher aussi de délivrer ton business habituel et de se dire, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, il faut voir les deux un peu en même temps quand même. Hein, oui, bien sûr. Ça se fait pas... Et là aussi, un fluidité entre les deux. Ça se fait pas la deuxième partie de l'année. Non, mais là, par exemple, très concrètement, donc quand on va investir dans une démarche avec ce deux départements, ça doit aussi aider dans l'aujourd'hui. Et on doit avoir la créativité de trouver des solutions qui donnent de valeur de l'aujourd'hui et ont le potentiel de contribuer à cette vision de futur. Ça, c'est une question pas facile à résoudre. Donc là, il faut le travail en équipe, en commun. On peut que dépenser, on va investir. J'aime pas trop le mot dépenser. On veut que investir tous les euros une fois. Donc, avec les mêmes investissements, on doit pouvoir arriver aux deux objectifs. C'est pas toujours facile, mais c'est fascinant. Surtout avec la technologie. Oui, ça aide. Hein. Ça aide, ça fluidifie énormément de choses. Ouais. Et donc tu me dis, il y a de la technologie, mais pas que, en fait, dans ce genre de projet. Non, pas que. Mais un sujet sur la technologie, c'est que justement, il faut être capable d'investir suffisamment. Tout en disant que dans 6 mois, en fait, on va pouvoir tout jeter à la poubelle parce que la techno aura changé. Peut-être, parce que ça change tellement souvent. Et là, on peut que avoir l'humilité. Je pense que personne ne va complètement capter toute la richesse de la technologie, mais au moins de comprendre ce qu'on ne comprend pas dans ce monde. Je pense que ça, c'est essentiel pour un dirigeant. D'essayer de comprendre au maximum qui est le plus important dans comment l'industrie va changer. Le deuxième, mais c'est là, quoi. Et c'est difficile de tout comprendre. Ça... Et je voudrais que tu me parles un peu d'humain et d'IA, parce que ça nous amène sur ce sujet effectivement, un dirigeant ne touche pas forcément l'IA, mais a des équipes qui touchent les outils d'IA. Aussi les dirigeantes, hein. Les dirigeantes. Aussi. Après, toi, je sais que tu es assez hands-on et tu mets les mains et et ça te fait aussi plaisir de voir. Du coup, j'aimerais que tu nous aides à comprendre, en gros, c'est quoi la place d'un humain dans un monde avec de l'IA. Oui. Je le fais aussi pour optimiser ma journée à moi, mais aussi pour comprendre comment... Mais aussi, quand je challenge une équipe, je veux bien comprendre aussi est-ce que c'est un véritable challenge? Est-ce que c'est un vrai challenge? Les choses, moi, comme je veux dire, j'avais pas une adresse email ni un portable quand j'ai commencé à travailler. Donc, je suis pas trop à mesure naturellement de mesurer la taille d'un challenge. Donc, je dois m'y mettre pour pouvoir comprendre, pour justement, l'entreprise dans cette totalité peut y aller. Tout le monde, je pense, est obligé d'y mettre. Et en même temps, se rendre compte que c'est quoi la place de l'humain, comment on peut, nous, ajouter de valeur optimale aussi. Et aussi, pour pouvoir répondre à ces questions, on doit mieux comprendre ce que fait l'IA. Autrement. Donc, en fait, c'est vachement lié avec ce que tu disais au début, de dire, en fait, il faut avoir de la place pour soi. Parce que tu peux pas travailler quasi full-time pour produire. Parce que ça va pas. Parce que tu n'as pas le temps d'apprendre, en fait. J'ai gardé presque mon première semaine d'août libre pour travailler de Digital Dexterity, on s'appelle ça, parce que je me suis rendu compte que les derniers quelques mois, j'étais tellement busy, je me suis pas plongée suffisamment dedans. Et je peux prendre quelques journées juste pour tester ça. Et j'ai un rendez-vous avec mon coach sur le Digital Dexterity fin de cette semaine pour justement partager qu'est-ce qui sont mes réflexions avec ces quelques journées, comment je peux mieux intégrer ça après la rentrée de tout le monde, par exemple. Je dois... Est-ce que pour partager ça, j'aime bien aussi partager ça avec mon équipe. Par exemple, mon ouverture de rayon de cycle en Pologne en 23, je pense. C'était en 23. J'ai fait avec l'IA. J'ai fait avec ChatGPT. J'ai mis juste quelques mots là-dedans. Et là, c'était au moment où, sous la licence, juste venait de sortir, quoi. Donc, tout le monde... Donc, je l'avais déjà fait. Je pense que ça a aussi un rôle de dirigeant de montrer... Même quand on ne comprend pas, on ose rentrer là-dedans. Oui, tu montes tes limites aussi. Parce que, oui, tu montes, exactement. Que personne ne devrait avoir peur pour ça.
et que l'apprentissage fait partie du quotidien de tout le monde. Personne n'a accepté, moi non plus. Et au travers de une meilleure compréhension, jamais complète. Hein, là, vraiment, je ne vais jamais tout comprendre là, ça c'est très clair, mais aussi comprendre ce que joue le humain. Et ça, c'est important. Et de pouvoir créer suffisamment d'espace aussi dans notre vie quotidienne, dans la façon dans laquelle on aborde le travail, justement pour voir la créativité humaine, l'empathie humaine, d'avoir les liens. Oui, c'est hyper important. On doit avoir les deux. Mais on doit comprendre le rôle d'IA pour pouvoir bien mettre en avant aussi où ça reste humain. J'aimerais profiter du temps qu'on a ensemble, vu que je sens que tu as beaucoup de vision. Et j'aimerais te faire parler de la pharma de demain. Parce que tu es quelqu'un voilà, qui a pas peur de se réinventer. J'aimerais, pour toi, que tu me dises, c'est quoi la pharma dans 10 ans ? À la pharma dans 10 ans, on va encore développer et mettre à disposition des patients des médicaments qui vont être inventés partout et nulle part. Il y a 30 ans, c'était dans les labos. Et maintenant, c'est aussi beaucoup dans le petit biotech et dans les académias. C'était toujours un peu le cas. Mais quand même, la dispersité de origine et découverte, ça va être bien plus grand. Beaucoup de l'IA aussi, beaucoup sur la tech. Mais pas que. Je pense d'ici 10 ans, tous les patients, tous les hôpitaux, tous les systèmes de soins vont être complètement digitalisés. Je sais pas, 10 ans, 15 ans ou 5 ans, on ne sait pas exactement. Donc, ce qu'on sait que ça va se faire, on ne sait pas avec quelle vitesse, on ne sait pas qui va développer vraiment quoi, et on ne sait pas comment ça va être valorisé, comment ça va être payé. Parce que toutes les modalités doivent changer. Donc, pour le pharma, pour rester... Ça veut dire quoi digitaliser ? Ça veut dire que, en gros, les parcours, les flux vont être suivis, tracés, monitorés, quoi. Ça, je pense que ça va dépendre énormément sur le domaine thérapeutique. Par domaine thérapeutique, il y aura des hôpitaux digitaux complètes. Ça existe déjà d'ailleurs en Chine. Hein. Il y a des hôpitaux digitaux pour quelques maladies. C'est très possible avec des patients qui sont vraiment... Chez eux, ça veut dire et monitorer ? Oui, monitorer, mais vraiment en interaction presque avec des robots, si tu veux, avec avec des intelligences artificielles, avec des chatbots, des conseils basés sur des choses qui sont téléchargées, soit qui sont captées par les capteurs, par des autres choses. Il y a beaucoup qui se fait là. Donc, selon le domaine thérapeutique, les maladies, et ça peut être le cas, ça peut être que certainement la diagnose va pas comme aujourd'hui, l'accompagnement de patients non plus. Pour deux raisons, les patients en veulent aussi. Hein. Ils vont être, tout le monde va grandir de plus en plus avec des technologies qui vont demandeurs aussi dans leur santé, mais aussi on va pas avoir suffisamment de médecins avec tous les efforts on va pas avoir suffisamment de médecins ni infirmières, donc on a besoin de ça aussi. Donc il y aura ils vont pas servir aussi à la même chose. Enfin, ils vont se concentrer donc sur le digital va jouer un rôle essentiel. Mais je pense et là, c'est peut-être encore plus loin, et c'est pas encore du labo, j'y reviens après, mais à un moment donné, les patients, quand ils vont aller aux toilettes, ils vont avoir des capteurs qui vont sentir des choses, qui vont télécharger des données ou la haleine au travers d'un miroir ou un brosse à dents, je sais pas trop quoi. Il y a des technologies qui vont être dans nos vies quotidiennes, qui vont être partout, qui à un moment donné, ils vont plus être chers, donc ils vont être partout, qui vont capter tellement de choses sur notre santé. Au niveau prévention, on va faire énormément de choses. Au niveau de traitement, ça va être bien plus individualisé, ça va être vraiment personnalisé et ça va être plus dans les mains des patients. Ça, c'est vraiment futuristique. Ça, je sais bien. Pour y arriver, les labos doivent prendre de responsabilités aussi. De dire que si on se projette dans un futur comme ça, même si ça, c'est très lointain, je sais bien, mais aussi une vision qui porte très lointain, a besoin de premier pas. Donc, qu'est-ce que pour nous peut être un premier pas ? Mais ça aide aussi à comprendre des virages, quoi. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce que dans l'actualité d'aujourd'hui, dans les patients qu'on traite aujourd'hui, c'est quoi les services qu'on peut donner qui s'inscrivent dans un tel virage ? Et ça, on peut faire. Et d'ici 10 ans, j'espère que les laboratoires vont être reconnus comme des partenaires dans ce virage, qui livrent valeur au-delà de leurs médicaments, qui est reconnu par les parties prenantes. Parce que je pense que la connaissance des laboratoires est nécessaire aussi, parce qu'on a un prisme unique, comme les médecins ont un prisme unique, les patients, les payeurs, tous les policymakers, tous les partenaires dans ce système de santé, mais aussi les laboratoires. Donc, d'ici 10 ans, j'espère qu'on va être perçus comme des partenaires dans ce virage,
comme un parti qui peut créer de valeur au-delà de ce qui est peut-être pensé, assumé aujourd'hui. Ouais, au-delà du coût d'un médicament, quoi. Oui, juste au-delà une dépense, de ça, selon, ok, ça, ce coût de ce médicament, hop, ça s'arrête là. Okay. Les systèmes de santé doivent changer de toute façon vers un système beaucoup plus porté par la valeur et une valorisation sur les valeurs. Quand on a un paiement par acte... La valeur pour la société ou pour le patient, les deux? Pour le patient ou les deux. Ouais. Les deux. À un moment donné aussi, pour les deux. Je pense pas suivre la patient, mais dans un monde idéal, effectivement. Ouais. Pour l'économie, oui. Ça, c'est un virage énorme qui on se fait pas d'un jour au lendemain, pas l'après-lendemain non plus. Mais quand même, on doit jouer un rôle là-dedans. Parce qu'on va livrer une partie intégrale de valeur. Le médicament va rester une partie intégrale. Donc, on a un rôle de jouer mais là-dedans. après, voilà, ce que je trouve fascinant, c'est de se dire, dans 10 ans, ça veut dire qu'en fait, tous les médicaments d'aujourd'hui auront perdu leur brevet. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faudra se baser sur d'autres innovations. On voit la tendance de l'accueil de l'innovation et du coup, on dit, OK, qu'est-ce que... Donc, d'où on a parlé de Takeda avant, d'où le fait qu'on développe tous les médicaments qu'ils ont maintenant dans notre phase 3 et donc plus précoce, avec un accompagnement digital adapté. C'est une réponse. Est-ce que ça sera la réponse? Encore une fois, c'est une intégration dans le monde de demain. On ne sait pas. Au moins, on ose. C'est un parti pris. Et on doit avoir un parti pris pour finalement pouvoir contribuer à cet objectif. C'est quoi qui bloque là pour l'instant quand tu dis en gros montrer sa valeur à une, je sais pas, sociétale ou la valeur pour le patient? C'est quoi? Ça bloque, bon, c'est comme ça. De temps en temps, c'est plus difficile de se créer un nouveau système de santé sur une feuille blanche, de créer vraiment de zéro. On voit des pays donc, on voit des pays qui avancent bien plus vite parce qu'il n'y avait rien. C'est un peu dur à dire, mais c'est un peu ça. Or, en France, depuis très longtemps, on avait beaucoup. On a un système qui est quand même fait ses preuves dans une époque où c'était vraiment basé sur des hôpitaux, c'était basé sur le traitement. En fait. C'était précoce. Et maintenant, c'est un système qui était désigné pour une époque qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Donc, de faire évoluer un système, c'est la réalité. Et le financement à tous autour, un système qui est vraiment bien incarné, ça, c'est difficile. Ça, donc là, il faut le courage politique. Ça, c'est même pas c'est pas un laboratoire, hein, ça, c'est des courages politiques. Mais avec les parties prenantes, aussi avec partenaires, avec des médecins, avec des PR, avec tout le monde, pour réimaginer comment ça pourrait pourra se développer et de ne pas oser de piloter entre-temps. Parce que de le faire d'un jour au lendemain, je pense que c'est trop grand. Tu veux dire faire rétro-pédaler, conduire à par exemple, pourquoi pas dans une territoire, changer le modèle de financement. Dans une territoire, changer les façons dans lesquelles on accompagne les patients. Et vraiment essayer et apprendre. Beaucoup essayer. Est-ce qu'on peut donner, dans quelques domaines thérapeutiques, on peut demander plus de patients de prendre charge de leur maladie? Je sais pas. Hein. Est-ce que dans un territoire spécifique, ça serait plus possible? Est-ce qu'il y a des aires médicaux qui nécessitent déjà encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y a déjà plein des initiatives, encore plus d'aujourd'hui de piloter sur les différents initiatives. Mais c'est plutôt un appel pour du courage, pour avoir des pilotages, des essais bien spécifiques pour après bouger plus profondément les systèmes. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que au final, ça serait passé d'un monde où on regarde les petits points d'achoppement en permanence, à se dire, en fait, tout le monde est quasi content quand il contribue à faire du changement, à tester, à participer. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup, personnellement, du lâcher-prise pour... Et peut-être... Pour oublier, en fait. C'est oublier. Oublier ce qui est... De regarder en avant et de regarder aussi, même si c'est est-ce que c'est possible déjà dans des autres pays ou des autres mondes et de s'inspirer pour ça et de parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui existent déjà dans plein d'endroits, même si on a tendance à dire que la France a le meilleur système de santé du monde. On a un système bien incarné, bien implémenté, qui a livré énormément de valeur, mais qui est plus adapté aux besoins aujourd'hui de faire intégrer toutes les nouvelles innovations. Et là, je ne parle pas que de médicaments, toutes les innovations numériques au sens large qui n'arrivent pas avec les populations à traiter qui n'est pas adapté à la population et aux besoins et au monde, en fait. Qui n'est pas désigné aussi de faire vraiment la prévention. Je sais que tout le monde en parle, mais les systèmes n'étaient pas conçus avec ça comme objectif clé. Or, on ne peut pas mettre ça de côté non plus.
Ouais. Donc Merci. J'ai bien fait de te lancer là-dessus. Et du coup, une petite... en tout cas, moi, je suis très contente de cette réponse parce que je pense que ça nous aide à réfléchir et à se décrisper. Et à lâcher prise, à essayer de comprendre qu'il y a des combats... Enfin, voilà, de comprendre quels combats sont à mener, peut-être, aussi. Ouais, d'accord. Bon. Quel conseil tu auras envie de donner aux gens, à tes équipes, je sais pas, de tous les âges? Tu les as osé. N'aie pas peur. On doit apprendre. Si on n'avance pas, si on n'apprend pas, on perd dès le départ. Mais au lieu de partir par le mot perdre, qui est même mot négatif, très souvent dans mon parcours, quand j'ai changé de métier ou changé de pays, et c'était pas toujours complètement compris. Par exemple, quand j'étais en international marketing, après j'étais DZ, hiérarchiquement, c'était 3 pas en arrière. Pourquoi tu fais ça? Ou quand j'ai pris une poste DRH, j'ai dit, DRH, on comprend pas trop. Oui, t'arrêtes ta carrière business, quoi. Tu coupes complètement, quoi. Non. Tu renonces. C'est presque de choisir autre chose. C'était presque effectivement renoncer quelque chose. Or, c'est jamais. Et en plus, il dit, c'est pas très risqué. Très souvent, les gens vont dire, oh, tu oses, oh là là. J'ai pas vu le risque. Parce que j'ai toujours adoré le rôle que j'ai eu. J'ai vraiment adoré tous les postes que j'ai pu avoir tout au long de mon carrière. Donc, le pire qui peut s'arriver, que je n'arrive pas à avoir des résultats que je voulais ou je ne suis pas content dans le rôle. Autant revenir à une de ces 5 que j'ai déjà eu en avant, que j'adore. Je vois vraiment pas les risques. Au moins, je sais que ce piste n'était pas pour là. Et je suis plus calme avec. Parce que autrement, cette question m'aura toujours bugué. Et si jamais je faisais ça? Maintenant, j'ai les réponses. Et sachant que j'ai tellement de pistes que je peux refaire et qui me feront grand plaisir, je vois pas le risque. Donc, ça, je vois très souvent encore aussi soit des jeunes qui disent « je dois me focaliser sur mon parcours ». Ben non. Le parcours, c'est l'échange, en fait. Ça change. Et n'aie pas peur de ça. Et c'est ce qui fait ta force aujourd'hui, en plus. Et ça, oui, c'était surprenant quand j'ai commencé. Et maintenant, c'est ma force. Et ça, au-delà le fait que ça est devenu ma force actuelle, je trouve, au moins, je m'y retrouve bien dedans. Ça montre que de suivre son propre parcours, ça vaut le coup. Même quand tout le monde dit « Ah, c'est trop risqué, pourquoi tu fais ça ?» C'est pas important que le reste le comprend. Tu dois toujours trouver des défis, des challenges, des rôles qui sont en alignement avec ce que tu souhaites apporter, ce que tu souhaites apprendre, avec des valeurs qui sont propres à toi. Et ça, c'est le plus important. Le reste va se régler. Le reste, vraiment, va se régler. Merci, Niké. Tout va bien se passer, on vous rassure. Merci, Niké, de nous illustrer que on peut naviguer avec sérénité dans la complexité de notre époque, de nous donner, je trouve, des vraies clés et de nous expliquer que c'est un monde qui est complexe, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, mais que, justement, c'est ce qui le rend fascinant aussi. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Si les gens ont envie de, je sais pas, t'expliquer, te raconter un peu quelque chose, où est-ce que tu voudrais les rediriger? Ils peuvent vous contacter sur LinkedIn. Ça marche. Donc ça, c'est le plus difficile, je pense. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.